Mémoire d'État est plus qu'une émission, un voyage au cœur de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Découvrez les témoignages exclusifs de ceux qui ont façonné notre pays par leurs décisions politiques et économiques. Revivez les réussites, comprenez les échecs et tirez les leçons pour l'avenir. Mémoire d'État, c'est préserver la mémoire nationale, inspirer la jeunesse, favoriser la réflexion citoyenne et renforcer le débat démocratique. Un rendez-vous unique qui éclaire les coulisses de la gouvernance et offre des clés pour comprendre notre présent et bâtir notre avenir. Mémoire d'État, l'histoire vécue, racontée par ses acteurs. Une école citoyenne, un moteur d'inspiration. Ne manquez pas Mémoire d'État, parce que comprendre hier, c'est mieux construire demain. Merci, messieurs, dames, de nous faire confiance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire d'État. Eh bien, dans celui-ci, on va encore une fois écouter un parcours de gestion d'un homme qui a marqué également l'histoire de gestion de la République démocratique du Congo. Il s'agit du professeur Willy Michiki Bouini, qui fut vice-ministre de l'énergie, qui fut également vice-ministre de l'agriculture et développement durable sous le maréchal Mobutu. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous faire cet honneur. On va découvrir un peu ce que vous avez fait dans le passé, qui vous prépare aujourd'hui à certaines responsabilités auxquelles vous aspirez. Actuellement, le poste par exemple de président de l'Assemblée nationale, parce que vous êtes également parmi les candidats. Et commençons d'abord, on va découvrir une partie de votre parcours. Commençons d'abord par le vice-ministère de l'énergie. Vous avez été ministre sous Joseph Kabila, gouvernement Badibanga, Samuel Badibanga. Alors, lorsque vous êtes devenu vice-ministre de l'énergie, quel est l'état des lieux que vous aviez dressé du fonctionnement du ministère, ainsi que les entreprises d'État attachées justement, ou qui sont justement de ce domaine de l'énergie? Oui, merci pour l'occasion qui m'est offerte pour la première fois d'être invité sur ce beau plateau. Et je te félicite d'ailleurs en passant. Merci beaucoup. En fait, lorsque j'étais au gouvernement Kabila, c'était 20 ans après que j'ai été ministre de Mobutu, où j'étais encore ministre de l'agriculture et du développement durable, et avec comme premier ministre Kengo à l'époque. Et après, quelques temps après, j'ai eu à jouer d'autres rôles. J'étais aussi conseiller principal à la primature, chargé de l'énergie et la ressource hydraulique. J'ai eu aussi à occuper de cette fonction en international. Mais pour revenir à votre question, mon passage au ministère de l'énergie et ressources hydrauliques m'a beaucoup marqué puisque j'ai eu à comprendre que ce pays ne peut rien faire en matière de développement sans l'énergie. L'énergie regroupe tout. Et quand je parle d'énergie ici, vous savez très bien, il y a l'eau et l'électricité principalement. Et quand vous constatez même aujourd'hui, la RDC qui dépend à 80% de son budget national, des recettes ici du secteur minier, est impactée d'un déficit de 25 à 30% dû à l'insuffisance de l'énergie électrique. C'est pour dire que si nous avons aujourd'hui l'énergie électrique, nous pouvons accroître nos recettes de 25 à 30%. Puisque les revenus aujourd'hui, malheureusement, dépendent. Même à notre époque, je vous parle même à l'époque de Mobutu, il y a presque plus de 35 ans, j'étais encore ministre. À notre époque, les budgets de l'État dépendaient de plus de 80% des recettes seulement de la gécamine. Je ne dis bien pas tout le secteur minier, seulement de la gécamine. De la gécamine à elle seule couvrait 80 à 85% des recettes. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Pourquoi est-ce qu'on dépense? Mais justement, à l'époque, les Belges nous ont laissé ce qu'on appelait union minière.
toutes les installations énergétiques ont été complètement abandonnées et nous n'avons pas renouvelé l'outil de production. Lorsque je suis revenu, puisque c'est là votre question, au ministère de l'Énergie, j'ai fait un constat amer. Le premier constat d'abord, c'est qu'il y avait beaucoup de projets, mais il n'y avait pas d'études de faisabilité. Et c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'un investisseur arrive, il a besoin d'avoir des études de faisabilité. Puisque j'ai participé même à l'élaboration de la réforme pour que le secteur de l'électricité devienne libéralisé. J'ai participé aussi à la réforme du secteur de l'eau, puisqu'aujourd'hui il y a la loi sur l'électricité, la loi sur l'eau, et j'ai constaté que malgré ces réformes apportées, le secteur n'attire pas beaucoup d'investisseurs. Pourquoi? Puisque le gouvernement de la République n'a pas mis des moyens à la recherche. C'est ainsi que j'étais vice-ministre, mon pouvoir était limité, mais à chaque fois que j'assumais l'intérim, je pouvais laisser mes empreintes. Parmi les réalisations que j'ai faites, après ce constat malheureux, j'ai approché une société chinoise, Sino Hydro, qui est ici. À l'époque, dans les années 2016, Sino Hydro, j'avais vu sur l'Internet, avait un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars. Alors j'ai appelé les DG, je crois que c'était M. Yang. J'ai dit, mais vous avez 26 milliards de dollars. Vous êtes ici au pays, vous voulez des petits marchés. Pourquoi vous ne venez pas faire des recherches? Et quand il y a des recherches, vous allez vous retrouver. Il m'a dit, non, nous, quand on vient là-bas, on nous demande de payer l'argent pour signer des protocoles d'accord. J'ai dit, voilà, monsieur, je fais l'intérim. Mon titulaire était parti en Égypte avec le président Kabila. C'était Dr Matousila. Alors, pendant les 2 semaines que Dr Matousila est parti, j'ai appelé les gens. J'ai signé 18 protocoles d'accord. J'avais le pouvoir qu'on appelle MOU en anglais, Memorandum of Understanding. Et parmi ces protocoles d'accord, j'ai signé avec Sino Hydro gratuitement, sans rien, puisqu'ils payaient quelque chose. J'ai dit, je vous signe gratuitement. On a signé un protocole d'accord sur la partie après Inga. Puisque j'avais dit que Inga a un statut spécial et je ne peux pas toucher là-bas. Ils m'ont dit, non, 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 ça c'est après Inga. C'est à travers les études de faisabilité qui ont été faites par Sino Hydro, qui voulaient prendre, ils ont constaté que la partie laissée par Inga pouvait produire encore entre 4500 à 4800 MW. C'est comme ça que vous allez constater à travers mes études qui étaient commandées. Quand je voulais leur donner ça, on m'a dit non, non, il faut étendre. C'est pourquoi vous allez constater qu'on a commencé à parler de... Puisque jusque-là, on parlait de Inga 5000 MW. Partout, vous allez voir les études, jusqu'à mon arrivée au ministère. C'est à partir de cette étude-là, de faisabilité, de Sino Hydro, que je félicite en passant, à travers ma recommandation, que la puissance de Inga est passée de 5000 à 10 000 MW. Mais professeur, ça c'est un aspect capital que vous avez évoqué, mais dans votre gouvernance, justement, vous avez été parfois ministre intérimaire, hein, en l'absence du ministre titulaire. Selon vous, quels étaient les défis, les principaux défis de gouvernance qui freinaient la performance du secteur énergétique? Bon, la première d'abord défi, c'était la corruption. On monnayait tout au ministère de l'énergie. Et vous savez, lorsqu'un investisseur arrive, il n'a même rien fait. Vous lui demandez de l'argent, vous avez difficile à vous donner. Si au moins on avait des études, ce qui me fait que moi je me suis dit, produisons des études. Oui. Lorsque nous avons des études, je comptais initier un projet de loi pour dire que lorsque, comme dans le secteur des hydrocarbures, lorsque vous voulez accéder aux études, vous payez. Je pensais à l'époque entre 50 à 100 000 $. Oui. Et l'investisseur était prêt à payer puisque les études coûtent très cher. Oui. Et pour accéder, il devait payer.
C'est comme ça que j'avais lancé ça. Il y avait deuxième chose, c'est la bureaucratie. La procédure était très longue. Il y avait beaucoup d'intervenants. Vous êtes investisseur, vous venez, vous signez un protocole d'accord avec le ministère, vous payez l'argent. Vous allez sur le terrain faire des études, vous payez les gens du ministère qui vous amenez pour vous accompagner. Vous les prenez. Les études parfois peuvent prendre 6 mois, 1 année. Et quand vous revenez avec les études doivent être approuvées par les experts du ministère, souvent secrétaire général. Vous devez les prendre en charge, les loger, tout ça. Alors quand l'investisseur regarde tout ça, et après ça maintenant, une fois les études approuvées, on vous invite pour signer les contrats. Et quand vous avez les contrats, maintenant, l'État doit avoir minimum 10%. Et ça aussi, c'est monnayé. Alors, cette procédure-là était une procédure coûteuse, longue, qui, au finish, n'attirait pas beaucoup d'investisseurs. J'ai fait des propositions pour écouter ça. Comme il y avait, vous avez des intérêts, et étant vice-ministre, mon pouvoir était limité au Maroc. J'ai trouvé encore pire que mon prédécesseur, à l'époque, Maître Matadi Nenga, avait accordé le monopole à l'entreprise FTS, une entreprise d'origine belge qui aujourd'hui opère à l'étranger. On leur a donné le monopole pour exploiter l'électricité dans la partie nord du Nord Kivu, donc Beni Butembo. On leur avait donné le monopole du barrage de Bengola. Le barrage il y a une centrale hydroélectrique qui est à Kalemi, qui appartenait pourtant à la SNEL. Et moi j'ai dit non. On avait déjà adopté les codes d'électricité. Il était impossible d'accorder. Je me rappelle, j'ai profité pendant mon intérim. J'ai écrit à STS pour annuler carrément. J'ai eu des problèmes. Je crois que le directeur du cabinet du président qui me suit maintenant, il m'a convoqué à la présidence pour dire que le président était très fâché contre moi et que j'allais créer un incident diplomatique avec les Belges. Je lui ai dit non. Monsieur le directeur du cabinet, en Belgique, c'est un pays démocratique. Lorsqu'il y a une loi, on doit la respecter. On ne peut pas violer la loi qui abolit les monopoles. Sinon, nous allons tuer le secteur, d'autant plus qu'il y aura discrimination. Je me rappelle, j'ai eu même à y avoir. Je félicite la FEC Butembo, dont son président est encore là, qui m'ont donné des éléments qui m'ont permis à me battre au gouvernement. Et j'ai failli même, c'est d'ailleurs une des raisons qu'on m'a fait sauter du gouvernement, puisque j'avais résisté, j'avais refusé d'annuler ma décision, d'annuler ça. Aujourd'hui, vous allez à Butembo, ce qui a permis à Lubero, par exemple, aujourd'hui, de permettre à Virunga SRL. Virunga, c'est un financement de la Banque mondiale. C'est eux qui ont fait aussi le barrage de Matebe, qui aujourd'hui fournit l'électricité à 80% à Goma. Et qui aujourd'hui, vous allez aujourd'hui à Lubero, Mfienen, près de Butembo, il y a l'électricité qui même ne se consomme pas. Il reste encore le problème de Beni, où les monopoles encore existent, puisqu'on empêche et Virunga SRL qui a du courant à mener là-bas pour l'amener. Et là, FTS s'est arrangé pour mettre en place une entreprise. Donc, c'est une difficulté. Même chose aussi académique. Donc, ce sont deux habits que j'ai trouvés. Encore, j'ai eu encore un incident avec, je le cite, les correspondants sont là, avec le ministre des Finances de l'époque, Yav Moland, qui, à ma grande surprise, il a accordé une exonération de 29 millions de dollars des équipements de FTS. FTS, qui n'a rien investi, on lui accorde une exonération sans même demander l'avis du ministère. J'avais bloqué ça, je me rappelle même dans mes échanges avec le ministre des Finances, il m'a rappelé à Londres, j'étais qu'un vice-ministre, je pouvais rien. Donc, c'est ça au fait qui a fait que les secteurs de privés qui viennent, qui n'investissent rien et qui ont des avantages au détriment des gens sérieux qui sont là. Donc, ce sont des difficultés d'ordre administratif et aussi qui violent les principes de bonne gouvernance qui font que le secteur, vous savez aujourd'hui par exemple, les taux d'électrification dans les zones rurales, c'est 1 à 2%. C'est inacceptable. Alors que la moyenne en Afrique, c'est autour de 30-35%. Ici, dans les villes urbaines, on ne dépasse pas 15% à 20%. Donc nous sommes encore un des pays rares en Afrique qui a le plus bas taux de desserte en électricité. Vous allez aujourd'hui à Côte d'Ivoire, ils sont au-delà de 60.
Tout à fait. En Tunisie, j'étais en Tunisie, j'ai parlé avec ma collègue en 2017 qui me dit que les taux d'électrification, c'était de 95%, 95%. Alors, j'ai failli tomber. Alors qu'ici, nous pouvons faire, on a les biogaz, puisque l'énergie, c'est pas seulement l'hydroélectricité, on peut développer, on a les éoliennes qu'on peut utiliser, les solaires, il y a du soleil partout, on peut les faire, il y a les biogaz, il y a même les phosphates ici qui pourrissent dans le Congo central, et qui, d'ailleurs, la Tunisie, utilise pour produire l'électricité. Mais maintenant, au regard de toutes ces difficultés, est-ce que vous aviez introduit des méthodes ou des techniques efficaces pour renforcer l'efficacité, l'efficience, la transparence, la redevabilité? Est-ce qu'il y a eu des méthodes que vous avez essayé d'imprimer? Oui, c'est vrai qu'en tant que vice-ministre, ce n'était pas facile. J'ai essayé d'impliquer mon collègue de l'époque, le ministre honoraire Matousila, mais il me revenait toujours en me disant non, il y a des instructions du Premier ministre, de la présidente. J'étais plus la présidente. Donc, et moi, j'ai dit non, quand même, nous sommes dans un système semi-présidentiel. Le président règne, mais ne gouverne pas. Et que c'est nous le gouvernement. Et je salue d'ailleurs l'appui que j'ai reçu, sincèrement, du Premier ministre de l'époque, Sami Badibanga, puisque je lui disais, mon cher, nous, vous et moi, nous avons vécu en Europe. Regardez les choses qui se passent. Je prends le cas, par exemple, aujourd'hui, vous allez à Goma, vous allez voir Sokodé. Sokodé, qu'est-ce qu'on a fait avec Sokodé? La présidence avait bloqué que Sokodé ne soit agréé. Alors Sokodé, c'était l'ensemble des opérateurs de Goma, notamment l'actuel collègue et député national Mwanza, Vani, Michel, qui est un grand homme d'affaires, les propriétaires de Fernotel. Ils ont mis en place 5 millions de dollars. Ils sont venus me voir. Moi, je leur ai dit, je vais vous faciliter de tirer, parce qu'il y avait un barrage à Matebe et à Rutshuru, à 72 km de Goma, qui était construit par un milliardaire américain qui était venu visiter le parc. Il a dit, on fait le deal avec vous, la population. Au lieu de couper les bois de chauffage, moi, je vous donne l'électricité. Il a construit ça. 132 mégawatts. La population n'arrivait même pas à consommer 2 mégawatts. Et quand j'ai visité, j'ai dit, effectivement, qu'à gagner. J'ai réuni mes frères de Goma. Félicitations aux gens de Goma. Ils ont remis 5 millions de dollars. Ils ont tiré l'électricité. Ils ont pris en charge les transports jusqu'à Goma. Mais le gouvernement ne voulait pas leur donner l'agrément. Alors, quand j'ai vu les dossiers, j'ai signé l'intérêt, j'étais bloqué. On m'a dit non, le vice-ministre n'avait pas signé un arrêté. Je suis allé, Sami Badibanga, il me suit, les collègues, je l'ai vu, il m'a dit ok, cherchez notre ministre. Je suis allé chercher un ministre qui est dans FC aujourd'hui, Atis, qui était ministre de l'Environnement, un ami. Je lui ai dit, mon cher, couvre-moi. Il m'a couvert, il a signé l'arrêté pour l'agrément de Sokodé. Aujourd'hui, vous allez à Goma. C'est un modèle qui a réussi partout. Sokodé. Sokodé, presque 70% de l'électricité aujourd'hui est couverte par Sokodé. Et c'est eux qui ont tiré l'électricité jusqu'à aujourd'hui à Goma. Mais dans la gouvernance, comme je disais, vous n'avez pas eu l'occasion d'imprimer une nouvelle, imprimer de nouvelles méthodes pour justement renforcer l'efficacité, l'efficience, surtout connaissant notre milieu où il y a beaucoup de difficultés de formation, les gens sont en difficulté de formation, parfois des disciplines. Dans cet environnement-là, vous n'avez pas... Oui, à l'époque d'abord, j'avais trouvé qu'on avait quand même de très bons ingénieurs, mais qui n'étaient pas utilisés. J'ai même été en Égypte, j'ai signé un accord avec le gouvernement égyptien, donc on a envoyé une équipe là-bas. Mais les Égyptiens eux-mêmes sont venus me dire, mais les gens que vous nous avez envoyés sont des très bons techniciens, ils sont beaux. Donc c'est à nous de les utiliser. Donc il y avait ce problème-là de discrimination d'abord et du fait que les techniciens qu'on avait ne passaient pas on ne renforçait pas leurs capacités. Et une autre difficulté que j'ai trouvée pendant mon passage, c'est qu'il y avait trop de politisation. On voulait tout politiser. Je prends les projets en fait. Je suis parmi les gens qui ont encadré ce projet avec l'actuel OD de finances, Matenda.
Donc, on combattait le projet. Moi, je me suis dit non, il est impossible que la SNEL seule puisse couvrir la gestion de distribution de l'électricité dans les milieux urbains et en milieux ruraux. Puisque l'écart est trop grand entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Oui. C'est ainsi que nous avons mis en place l'ANSER qui, je suis très fier, marche aujourd'hui. L'ANSER s'occupe de l'électrification du milieu périurbain et milieu rural. Comment vous cherchez à instaurer une culture des résultats dans un environnement comme le nôtre? Nous connaissons un peu tout ce comme difficulté que vous avez décrit tantôt, mais comment instaurer une culture des résultats dans cet environnement-là? D'ailleurs, à l'époque, j'avais proposé au Premier ministre Sami Badibanga, qui était notre Premier ministre, qu'on puisse signer des contrats de performance. C'est-à-dire qu'on prend les agents, on dit voilà, vous, on vous donne telle tâche et on va vous juger sur ça. C'était une façon aujourd'hui de pouvoir sanctionner les résultats. Mais on a combattu cette idée-là. Parce que qu'est-ce que j'ai constaté? Chaque fois, j'avais l'habitude souvent de descendre au secrétaire général, parce que nous sommes au cabinet politique. Je voulais, le travail vraiment, c'est fait au niveau de l'administration. Et je peux vous dire que les 70% des descentes que j'ai réalisées sur terrain, donc dans l'administration, j'ai trouvé les gens ne travaillaient pas carrément. Vous arrivez à partir de 14h, il n'y a plus personne au bureau. Vous arrivez vers 11h, 12h, 9h, 10h, personne n'est au bureau. Les gens viennent vers 11h, 12h, ils commencent à manger les cacahuètes, les papiers. Quelle stratégie maintenant dans ces contextes-là? Quelle stratégie utiliser pour justement stimuler la performance ou le travail D'abord, il y avait d'abord un pléthore. J'ai constaté d'abord qu'il y avait un pléthore. Il y avait des gens qui étaient engagés sans boulot. Il fallait d'abord assainir les personnes. Il faut être vraiment rigoureux. Et les paix qu'on allait rester, il fallait bien les rémunérer. Malheureusement, vous savez, c'était une expérience très très douloureuse pour moi, puisque j'étais que vice-ministre et je n'avais pas tout à l'intérim. Et mon collègue avait difficile à me comprendre, à tel point qu'à un moment donné, même il y a eu même de divergences de vie. On a été avec lui chez les autorités du cabinet du président et chez le Premier ministre pour nous départager. Mais j'ai toujours cru que vraiment, il y a quelque chose qui me manque. Je sens que je n'ai pas terminé ma mission à ce ministère-là. C'est un ministère aujourd'hui qui pourrait être parmi le ministère porteur aujourd'hui de recettes, qui pouvait permettre à l'État congolais, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme opportunité, c'est un ministère qui pourrait attirer beaucoup d'investisseurs. Regardez aujourd'hui même, dans les mines au Katanga, j'ai parlé avec mon copain, l'ambassadeur de la Zambie en RDC, qui me dit que non, même les miniers qui importaient l'électricité, la Zambie a dit nous ne pouvons plus vous donner puisque nous-mêmes, nous avons des difficultés, puisqu'il n'y a pas que les difficultés d'exporter l'électricité ici, mais il y a aussi les transports. Or, l'investissement est très faible dans le secteur puisqu'il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup de commissions. Bref, il faut instaurer la bonne gouvernance dans ce secteur. Je viens même, je prends l'exemple, la mine de Bifi et Mining, ABM, Alpha Bifi et Mining, chez moi au Walikale. Je viens d'une mission de contrôle, d'enquête parlementaire là-bas. C'est une mine aujourd'hui qui vous produit plus de 2 tonnes de cassiterie tous les jours. Et 2 mines ensemble, vous avez sur Internet un chiffre d'affaires 8 milliards 300 millions de dollars, mais c'est une mine qui utilise les gasoils pour fonctionner. Et les gasoils consomment près de 30% de leurs bénéfices. Donc c'est inacceptable aujourd'hui. Même quand vous regardez aujourd'hui. Donc nous sommes l'un de... Vous allez là au Katanga, presque 60% d'entreprises minières souffrent de déficit d'énergie électrique. Ce sont les gasoils qu'ils utilisent, et ça a un impact non seulement sur la pollution, sur l'environnement, mais aussi ça a un coût élevé sur la production. Mais dans un secteur aussi stratégique, professeur, comment concilier la vision politique et l'efficacité managériale avec, comme vous l'avez dit, les moyens qui sont plus ou moins limités avec autant de défis? Comment concilier les deux approches? Moi, je crois d'abord, la première chose, c'est la volonté politique. Il faudrait que le leadership du pays, en commençant par le chef de l'État lui-même, comprenne l'importance du secteur. Et le secteur est technique. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête de ce ministère-là.
Et surtout, il faut éviter de politiser le secteur. Moi, par exemple, dans les réformes, même aujourd'hui au Parlement, je suis en train d'envisager, par exemple, qu'on puisse donner des facilités aux investisseurs du secteur. Par exemple, qu'on leur donne des avantages, par exemple, de ne pas payer les impôts pendant les 5 ans d'investissement. Pas payer les impôts. Et tout le matériel qu'on importe pour le secteur énergétique ne soit pas taxé, à l'instar, par exemple, des matériels agricoles, en vue d'attirer les investissements. Parce que nous gagnons, nous perdons peut-être en amont, mais nous gagnons en aval. C'est ça que ce sont des propositions que je suis en train de voir même au niveau du Parlement, qui pourraient attirer, puisque nous, on a que le législateur de l'époque, avant notre législation, pour penser que en libéralisant le secteur de l'électricité et de l'eau, on pourrait avoir des investisseurs. Regardez ici, par exemple, dans la ville de Kinshasa. C'est un sujet aussi politique. Et d'ailleurs qui concerne ma vision politique. Moi, j'ai toujours été partisan de l'État qui n'est pas un État commerçant. L'État, le rôle de l'État doit rester comme un rôle régulateur. L'État ne doit pas être commerçant. Regardez aujourd'hui. Quand vous regardez le nombre d'entreprises publiques, étatiques que nous avons, ces entreprises-là ne contribuent même pas à 10% au budget de l'État. Alors que vous avez une seule entreprise comme Tekefongorome qui vous dit aujourd'hui, elle est autour de 15 à 20 milliards de chiffres d'affaires. Vous avez KCC, Camon, plus de 15 milliards. Une seule entreprise. Et on vous dit ici chez nous, les budgets de 15 milliards, 20 milliards, les gens sont contents. Non, c'est impossible. Puisqu'aucune entreprise ne peut avoir un chiffre d'affaires comme ça. Parce qu'on est obligé de payer à l'État la redevance minière, on paye l'impôt, on paye les taxes. Donc à tel point que l'État devrait avoir plus. Donc même l'État ne récupère pas ce qu'il devrait. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sérieux ici de gestion. Les gens considèrent les biens de l'État comme les biens sans maître. C'est là où j'arrive à ma vision politique. La privatisation du secteur. Presque tout, je prends l'exemple aujourd'hui, même de la SNEL. Regardez la SNEL aujourd'hui, elle est par terre. Pourquoi? Puisque c'est l'État. Mais si vous donnez à un privé, comme c'est un secteur qui est sensible à la vie humaine, on peut donner par exemple à un privé 49%. Et l'État prend 51%, puisque juste pour les intérêts vitaux et là, l'État mettait, parce que par exemple, à mon époque, quand j'étais au ministère de l'Énergie, j'avais diligenté une étude. Il fallait 2 milliards de dollars pour remplacer les réseaux associés des transports d'électricité dans la ville de Kinshasa. Parce que tous ces réseaux-là sont vétustes. Ce sont des réseaux qui étaient là depuis l'époque de colonisation, depuis l'indépendance. La population de Kinshasa était à peu près 500 000, 1 million. Aujourd'hui, nous sommes à 17 millions. Donc, les réseaux ne répondent plus à la demande aujourd'hui. Donc, l'État n'a pas 2 milliards à l'époque. Là, c'était 2 milliards, peut-être aujourd'hui, c'est 5 milliards. L'État, mais si vous donnez ça à un privé, j'ai même fait un sondage personnel. Et dans mon quartier, à l'époque, j'habitais à Ngadiama, la majorité des populations étaient disposées à payer le double de ce que nous payons aujourd'hui, pourvu que la desserte soit régulière. Mais professeur, le secteur est un secteur qui est vraiment central, comme vous l'avez vous avez su le dire sur ce plateau. Mais déjà, vous étiez en contact permanent avec les bailleurs de fonds, les partenaires de la République démocratique du Congo. Comment vous arrivez à concilier les différentes cultures d'organisation, les différentes structures qui étaient nos partenaires ou les partenaires de la RDC avec les défis en interne? Comment vous arrivez à concilier ces deux? Oui, nous avons vu d'abord, moi-même, j'ai essayé dans mes voyages privés à voir comment le secteur fonctionne ailleurs. En tout cas, on a mis en place quand même des cadres juridiques. On a fait la privatisation, donc la libéralisation du secteur, c'était une bonne chose. On a même mis en place les régulateurs, ce qui est une très bonne chose.
Mais les problèmes étaient au niveau de la bureaucratie et de la politisation. Lorsque vous avez un régulateur, le régulateur doit être indépendant. Mais le régulateur est aujourd'hui victime de pression de l'État. Et lorsque la politique s'y mêle, les choses sont bloquées. Alors qu'ailleurs, quand vous allez dans d'autres pays, le régulateur est vraiment indépendant. Indépendant, le régulateur qui, même parce que l'État, dans les cas d'espèces, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le secteur libéralisé. Mais le secteur est libéralisé, mais on voit toujours que la SNEL a le monopole. La SNEL contrôle pratiquement 80% de réseau de transport et la SNEL s'impose. On refuse même parfois à certains privés d'investir dans les transports. Et du coup, la SNEL est limitée à moyen. L'État pompe de l'argent, mais l'argent est consommé. La SNEL a un pléthore exagéré, comme les autres. Des gens qui ne font rien, puisque les DG, ceci, les ministres, chaque ministre. Je suis fier, j'étais au ministère des DG. Je n'ai engagé personne. Personne. Parce que moi, je disais qu'il y a déjà un pléthore. Comment je vais encore ajouter? Mais ce n'est pas mon cas. D'autres gens, peut-être que mon collègue Matouté là avait placé les gens. Moi, j'avais refusé parce que je me suis dit, on ne peut pas continuer. Il faut d'abord assainir. Moi, je préfère avoir un personnel qualifié, bien payé et qui peut produire quelque chose. Mais la lutte contre la corruption, c'est un problème endémique en République démocratique du Congo. Comment vous avez su gérer cette problématique dans le secteur aussi important stratégique de l'énergie? D'abord, la lutte contre la corruption, c'est vraiment mon combat même aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Vous allez même voir dans mon discours de pré-campagne, je me suis dit, si ce pays est ce qu'il est, c'est puisqu'il y a la corruption. Et la corruption dans la gestion. Tout à fait, puisque quand il y a la corruption, c'est quoi? C'est l'argent de l'État. On ne sait pas le privé, c'est l'argent de l'État qu'on prend. Vous avez un privé, vous lui donnez un marché. Au lieu de payer à l'État 5 milliards de dollars, il paye 1 milliard. Et vous, il vous donne 1 milliard, mais lui, il met 3 milliards. Donc c'est les 3 milliards de manque à gagner à l'État. Et moi, j'ai dit, là encore, aujourd'hui, c'est pourquoi même j'ai décidé avec mes amis de Ouazalendo, de me porter à la tête de notre institution. Pourquoi? Puisque, comme on dit toujours que les poissons pourris par la tête. Si l'Assemblée nationale, même en dehors du Sénat, jouait son rôle tel que le Constituant l'a prévu, beaucoup de choses changeraient dans ce pays. Et ce secteur-là de bonne gouvernance, c'est nous avons la mission régalienne de faire les contrôles. Nous avons 3 missions. Contrôle parlementaire. Nous sommes l'autorité budgétaire. Nous sommes des législateurs. Mais les contrôles parlementaires posent problème. Et quand on a un président du bureau, c'est lui qui dirige, il entre en complicité avec ceux qui gèrent, le gouvernement, l'exécutif, et du coup, il n'y a rien qui est fait. On ne peut plus sanctionner. Même vous, députés, vous voulez initier une question orale avec débat, une question écrite, on vous colle l'étiquette des racketaires, juste pour éviter de... Mais quand vous voyez aujourd'hui les bureaux, comment ils les payent, on voit les avantages qu'ils reçoivent, c'est eux qui se partagent ce qui devrait être mis à la disposition de nos concitoyens pour avoir une bonne desserte en électricité, une bonne desserte en eau, et de bonnes routes, de bons soins médicaux. En fait, c'est l'argent de corruption. Et c'est vraiment le combat que le chef de l'État a mené. Mais le chef de l'État a besoin des hommes et femmes capables de matérialiser sa vision. Et c'est ça le combat au Parlement. C'est comme je dis que si le Parlement partage la vision du président Tshisekedi, c'est tel que lui-même l'a décrite dans les différents piliers, je vous dis que ce pays serait un paradis. Même la guerre ici, c'est nous. Les traites ne sont pas au fond, les traites sont à Kinshasa. Vous allez voir même, par exemple, des cas, je peux vous citer un cas banal, par exemple, on envoie au fond des gens qui ont des Kalachnikov, à Kasset par exemple, on leur envoie des munitions, des PK. Vous avez des 12.7, on vous envoie des munitions, des mortiers 80. Comme ça, achetez avec de l'argent. Il y a des choses, tout ça pour avoir l'argent. Et là, vous ne faites rien. Quand vous avez même le budget ici,
qui est alloué à la guerre. 70% reste ici ou soit retourne ici. 30%. Comment nous allons faire gagner la guerre? Donc, c'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs. C'est pas seulement dans le secteur énergétique. Et c'est ça notre combat. Nous, notre combat, c'est seulement de contrôler l'exécutif. De nous rassurer que les paix des ressources que nous arrivons à mobiliser sont réellement orientés vers les besoins vitaux des populations. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans l'électricité. Impossible. Impossible. Mais l'Union sacrée déjà aujourd'hui ne parle pas trop le même langage, que ce soit au niveau d'un candidat, un seul candidat pour le poste de perchoir. Vous êtes déjà à 12 pour l'instant, avoir déposé votre candidature au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation. Mais déjà même en interne, il y a des problèmes. Parlons maintenant des difficultés au sein du ministère de l'énergie. Comment vous gériez les partenaires internationaux, leur culture d'organisation, leurs priorités et les priorités au sein du ministère? Oui, il faut dire qu'avant même de gérer les partenaires internationaux, il fallait d'abord une organisation interne. Et la difficulté que j'ai rencontrée au ministère, c'est que les politiques s'ingèrent beaucoup dans l'administration. Imaginez-vous, en 2016, il y avait un secrétaire général intérimaire. On avait suspendu le secrétaire général qui n'était pas en ordre de s'entendre avec le précédent ministre. J'ai quitté le ministère en 2017, vers la fin. L'intérimaire était toujours là. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en octobre 2025, il y a encore un intérimaire, donc, qui était directeur à l'époque, chargé des énergies renouvelables, M. Iloko, qui est encore aujourd'hui. Donc, c'est l'instabilité de l'administration. Oh, c'est l'administration qui tient au fait le ministère. Quand les partenaires arrivent, moi je suis politique, c'est vrai, j'ai une notion, mais je ne maîtrise pas l'administration. Il faudrait que les partenaires extérieurs soient briefés par les administratifs. Mais quand on les change tout le temps, c'est cette politisation-là aussi qui crée un frein. Quand un investisseur arrive, il trouve en face de lui des gens qui ne maîtrisent pas le secteur, qui n'est pas les données. Un investisseur n'a pas beaucoup de temps, il ne vient pas ici à Toulouse. Il vient pour 2-3 jours. Il a besoin d'être en face de lui des gens qui sont expérimentés, qui connaissent la problématique et qui puissent les rassurer sur la possibilité d'investir. Donc c'est ce problème-là qui toujours cloche et qui fasse que très peu d'investisseurs viennent nous accompagner. Et l'État, vous savez, les moyens sont limités. Là, il n'y avait pas encore de guerre à notre époque. Aujourd'hui encore, c'est plus grave. Il ne faut pas espérer que l'État puisse mettre des ressources dans la relance du secteur, alors qu'il est même privé. Il est plutôt libéralisé. Donc c'est cette difficulté-là que je voudrais aussi. Le chef de l'État a une belle vision, très bonne vision sur la relance du secteur énergétique. Mais le problème, ce sont les interférences politiques. Jusqu'aujourd'hui, il y avait un ministre qui était là, qui n'a même pas fait une année, il est souhaité. Il y a un autre qui vient là, il n'y a pas 3 mois. Donc, même les ministres sont instables. Alors que quand on commence un programme, il faut peut-être au moins 1 année, 2 ans pour que le programme aboutisse. Et lorsque vous changez de ministère, on change aussi de responsables administratifs. Ça pose vraiment des problèmes. Parlons de vous, personnellement, particulièrement, je veux dire. Vous avez été vice-ministre. Est-ce que le rôle de numéro 2 a été avantageux ou désavantageux dans les objectifs que vous utilisez? Bon, il était naturellement désavantageux, d'autant plus que d'abord la Constitution elle-même est claire. Les vice-ministres remplacent les ministres en cas d'absence ou d'empêchement grave. Mais combien de cas où le ministre est absent? C'est très peu. Donc, le vice-ministre n'a rien. Mais lorsqu'un ministre est responsable, il doit co-gérer avec son vice-ministre, puisque la responsabilité est collective. Mais très peu de ministres, malheureusement, dans ce pays,
prennent des décisions en ignorant leurs ministres délégués ou leurs ministres, vice-ministres, protestant que c'est lui qui est responsable, alors que la Constitution dit que le ministre est responsable de son ministère. Mais les ministres étant remplacés par les vice-ministres, on devrait dire que les ministres et les vice-ministres sont responsables de leur département. Donc c'est ça la difficulté. Au fait, les vice-ministres n'ont de pouvoir que lorsque son ministre n'est pas présent, mais en réalité, il fallait une congestion. Il fallait que les ministres, j'ai vu d'autres cas, par exemple, je félicite comme mon finance et tout ça, à l'époque, je voyais, avec l'effet Paille-Paille-Pierre, où les ministres donnaient certaines responsabilités aux vice-ministres. Il dit, par exemple, vous, vice-ministre, vous vous occupez de tout ce qui est chaîne de dépenses. Voilà. Comme ça, lui, là, c'est vous qui êtes comme ministre de ça. Donc, vous avez des attributions. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. C'était difficile et moi, comme je suis habitué, je me débrouillais très bien, mais c'était vraiment difficile. Mais comment décriez-vous les relations entre vous et le ministre titulaire de l'époque? Des relations complémentaires, harmonieuses ou parfois conflictuelles? Au début, on a bien commencé, mais à la fin, c'était vraiment conflictuel. Je vous dis même, on a été avec lui chez le Premier ministre, chez les états du cabinet du président, parce qu'à l'époque, je vous dis, mon cabinet, pratiquement, il était dans ses courses de moto, tout ça, et il laissait son cabinet gérer le gouvernement pendant tout ce temps qu'on était là. Il était seulement une seule fois au conseil des ministres, il était ailleurs. Alors c'était difficile de parler avec lui. Donc c'était vraiment des relations difficiles, puisque je ne pouvais pas accepter, par exemple, qu'il y ait, comme je vous ai dit là, une situation qui viole la loi. La loi sur l'électricité est là, qui abolit les monopoles, et nous avons les monopoles. Alors moi je dis c'est pas possible. Il y a une entreprise qui n'a rien investi, on lui accorde une exonération de 29 millions de dollars, des affaires qui doivent entrer, et moi je dois cautionner. C'était des choses pour moi inadmissibles. Inadmissibles. Que les gens viennent, on doit monnayer les arrêtés, on doit monnayer les protocoles d'accord qu'on signait. Bon, c'est pas le ministre, mais l'administration, sans sanction. Donc moi j'ai dit non, c'est pas normal. Mais ce sont des choses qui, finalement, nous avaient vraiment divisés. Mais on s'est réconcilié, mais c'était déjà tard. On était déjà à la fin de notre mandat. À quel moment vous avez pensé, vous avez estimé une aide précieuse au sein du ministère, surtout dans la gestion des grands dossiers énergétiques? Bon, j'amenais toujours mes dossiers à mon collègue, mais la chance aussi que j'ai eue, c'est que j'avais un Premier ministre qui m'écoutait beaucoup et qui connaissait mes compétences. Et les Premiers ministres honoraires, qui m'aidait parfois. On devait même parfois monter des stratégies avec lui pour que lui rappelle à l'ordre mon ministre et qu'il lui fasse avaler les projets que j'avais. Lui ne savait pas que j'avais les problèmes. Puisque j'avais compris que mon ministre aussi était en connivence avec la présidence. Et moi je disais non, la Constitution est claire. Le président ne peut pas s'immiscer dans la gestion du gouvernement, d'autant plus que c'est nous qui sommes responsables vis-à-vis du Parlement, ce n'est pas le président de la République. Et la présidence, c'est souvent le cas, malheureusement, il y a des conseillers de la présidence qui s'immisçaient dans la gestion de certains ministères, à tel point qu'ils avaient une autre vision que celle implémentée par le gouvernement. Ce sont les difficultés que j'aimerais que dans ce gouvernement, dans notre gouvernement, qu'on laisse le gouvernement faire son travail. Vous êtes conseiller du chef de l'État, jouez votre rôle comme conseiller. Le président, en tant que chef du gouvernement, président du gouvernement, comme on l'appelle, il peut jouer un rôle important, mais éviter, parfois ici j'ai même vu des ministres qui se plaignent, qui a des conseillers, même des cabinets du chef de l'État, qui leur donnent des injonctions, qui ne répondent pas à la vision du gouvernement. Ce sont des difficultés qu'on raconte souvent. C'est pourquoi il faut créer vraiment un cadre de concertation pour éviter ce genre de désagréments qui, au finish, impactent négativement sur les résultats attendus. Professeur, dites-nous maintenant, selon vous, le rôle d'un vice-ministre, il devait être lequel? Celui d'un simple exécutant ou être une force de proposition également, de gestion de ces stratégies possibles? En principe, un vice-ministre, il est nommé comme le ministre. Oui. Il doit avoir un rôle de gestion. C'est un gestionnaire. Ces questions qui sont Comment répartit les tâches?
En principe, comme je disais, quand vous êtes nommé, vous faites une... Parce que la réussite est collective, l'échec aussi est collectif. Oui. On ne va pas dire que c'est le ministre qui faisait ça, non. C'est comme ça qu'il faut d'abord une concertation. Et comme on a des grands ministères, il serait toujours mieux que les ministres assignent certaines attributions à son collègue, le vice-ministre. Même si le vice-ministre les remplace pendant son absence, mais il y a des attributions qui lui reviennent des droits en vue de permettre d'alléger la tâche au ministre. Puisque si tout va attendre les ministres, ça pose des problèmes sérieux. Et je vis à l'époque des collègues avec qui on a travaillé pendant l'époque de Mobutu, qui vraiment c'était des très bons gens. J'ai cité ici le fait Pai Pai, j'ai cité aussi les comme Kiakwama Kiziki. C'était des très très bons qui comprenaient comment gérer les ministères pour éviter ce genre de conflits que moi j'ai rencontré par exemple au ministère de l'énergie et même à l'époque de Mobutu au ministère de l'agriculture où la ministre à l'époque j'ai eu avec Wivine Lando elle se réveille comme ça en 95, elle prend un projet canadien avait pris fin puisque sa belle-sœur Yvette qui est décédée avait épousé un monsieur Kasuko qui est décédé aussi. À Goma, on lui attribue tout le patrimoine de Akogenoki qui était un projet alors que la loi est claire. Lorsque la coopération prend fait, l'État congolais récupère les matériels. C'était des millions de dollars et ça a créé des problèmes. Mais j'ai dit m'imposer, comme j'étais chez moi au Nord Kivu, m'opposer à cette attribution illégale qui violait la loi. Donc, il y a trop de banditisme politique et qui, au finish, ne font que fragiliser les intérêts de l'État. Mais l'expérience que vous avez acquise en tant que vice-ministre, est-ce qu'elle vous a donné une vision particulière dans la gestion de la chose publique qui serait beaucoup plus différente de celle qu'on donnerait à un ministre particulier? Absolument, j'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est ce qui explique même toujours, quand même je parle avec mes collègues à l'Assemblée nationale, même dans la vie active, ils me disent que je suis en avance. Puisque tout ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons déjà vécu il y a 30 ans, il y a 40 ans, dans la gestion des choses publiques. Et je me suis toujours dit que quand vous êtes un homme d'État, vous êtes un membre du gouvernement, il faut comprendre que vous êtes les premières fonctions de l'État. Vous n'êtes pas là pour faire votre vision. D'abord, c'est bien dit, vous avez la politique du gouvernement. Quand on la met à votre disposition, c'est vous, en collaboration avec le Premier ministre, puisque les ministres agissent depuis l'époque de Mobutu, la constitution est toujours la même, les ministres agissent sous la supervision du Premier ministre. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller, commencer à prendre les biens de l'État, les brader, finir n'importe quoi, sans concertation du Premier ou, pour le cas d'aujourd'hui, de la Première ministre. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu Moutamba, le dossier Moutamba. Si Moutamba, par exemple, dans la passation du marché, avait suivi la procédure légale en impliquant la primature, puisqu'il fallait un visa de la Première ministre, il n'aurait pas de problème. Donc beaucoup de ministres oublient ça. Ils considèrent les ministères comme son petit ligablo des familles et il peut faire tout ce qu'il veut. Et voilà les conséquences souvent. Donc les vice-ministres, comme les ministres, doivent comprendre que d'abord la collaboration et puis l'unicité, puisqu'ils représentent un seul corps, ce qui n'est pas souvent le cas. Beaucoup de ministres, de vice-ministres paraissent parfois incompétents puisque leurs ministres ne jouent pas leur jeu ou ne les impliquent pas dans la gestion du ministère. Mais dans cette expérience que vous avez acquise, vous avez dit que vous avez été vice-ministre de l'Agriculture, développement durable, développement rural sous le maréchal Mobutu. Vous avez été également vice-ministre de l'énergie sous l'ancien président Kabila. Et quelles sont les décisions que vous pensez qui ont laissé un impact durable, même après la fin de vos deux missions au sein de deux gouvernements? Oui, par exemple, à l'époque, quand j'étais au ministère du développement rural et de l'agriculture, j'étais le premier à initier la production locale, dans du riz. Je vous rappelle un exemple malheureux. Et j'avais constaté que, comment nous disons, l'agriculture, priorité des priorités. Mais dans les faits,
c'est un discours creux, malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez même le budget de l'État dans le secteur agricole, il est vraiment insignifiant. En plus, moi je me suis dit, pourquoi on doit continuer à importer? J'avais initié à l'époque, c'est moi qui suis à la création du programme national riz, PNR. J'étais parti voir Abdou Diouf et M. Jacques Diouf, qui était le DG de la FAO à Rome, puisqu'à l'époque, Mobutu m'avait demandé de mobiliser les ministres africains pour son élection. Et les Américains qui avaient leur candidate, Madame Catherine Bertini, ancienne vice-ministre de l'agriculture des États-Unis, étaient battus. Les Américains ont fait embargo. Ils ont refusé de financer le secteur. Je me suis arrangé avec un certain Ngongui, qui était représentant du Cameroun à la FAO, pour faire de lui directeur général adjoint de PAM. Et j'ai fait nommer, puisqu'à l'époque Mobutu avait beaucoup de fraude, il m'a donné beaucoup d'argent, je suis allé battre campagne pour que Madame Cartini soit élue DG de PAM. Pour que les Américains reviennent, malheureusement, ils ne sont pas revenus. Mais alors, à l'époque, maintenant, j'avais obtenu au retour les financements pour ouvrir les programmes nationaux. J'ai commencé un peu partout. Les PNR, à l'époque, il y avait un vieux qui était, à l'époque, retraité, qu'on m'a donné 78 ans, M. Rosnak, je ne l'oublie jamais. C'était un Italien d'origine romaine, il est venu ici pour monter le projet. L'idée, c'était que nous puissions commencer à produire les riz, ici, dans la ville de Kinshasa, dans les littorales, partout, dans les riverains. Mais après, j'ai commencé à produire ici les riz, on a partout, Massina, on produisait des riz. Alors, on a combattu les riz de Michiki, les riz pour empoisonner, à Mobutu, pour me combattre. C'est qui? Puisque, à l'époque, c'était les Kansebou, qui étaient des grands importateurs. Ils préféraient du riz importé, qui coûtait moins cher que les riz produits localement. Et mon projet a été étouffé. La même chose aussi pour Kiliba à l'époque. Je ne comprenais pas comment les sucres importés étaient moins chers que les sucres produits. J'ai vu le ministre des Finances, mon collègue de l'époque, Païpaï. Nous avons fini avec lui un arrêté interministériel. Alors j'étais vice-ministre, là, c'était autorisé, pour que nous puissions surtaxer les sucres importés. Et on a donné des moyens. Là, on avait plus Kiliba, à l'est, on avait la sucrerie aussi de Kouilou-Gongo. Et après un temps, on a constaté que maintenant, à l'époque, il y avait une société qui s'appelait Kotecha, qui s'était arrangée avec notre DG de l'époque de Kiliba, et pour qu'ils puissent commencer à importer, puisque qu'ils puissent commencer à importer sous la couverture de Kiliba et faire la concurrence. Malheureusement pour eux, son propre neveu, qui est notre société d'Atco, est venu l'acquérir chez moi. J'ai bloqué. Et là, c'était même le début de la crise dans la plaine de Rosizi, puisque Kiliba était l'unique industrie sucrière qui employait à l'époque plus de 5 000 familles à Kiliba. Et quand maintenant, j'ai quitté le gouvernement, on m'a combattu pour quitter le gouvernement, M. Kotecha est allé racheter les actions de FICRAF, qui était partenaire de l'État congolais. Et pour lui, comme c'était un Américain d'origine indienne, c'était facile d'importer les sucres de l'Inde et de les produire là-bas. Et parce que j'avais autorisé, au fait, aux deux sucrières, Kouilou-Gongo et Kiliba, d'importer pour suppléer à la production qui était faible. Mais maintenant, ils ont commencé à importer. Ils ne faisaient plus rien. On a fermé l'usine carrément. Et c'est de là où est parti le mouvement de Maïmaï dans la plaine de Rosizi. C'est ça, donc, un petit... À la base. Déjà, puisque toutes ces familles-là qui se sont retrouvées en chômage, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, les parents n'avaient plus les moyens, on a fermé l'usine, et c'est là où a commencé les premiers mouvements de banditisme et de Maïmaï après le Mazalène. Merci beaucoup. Pour vous dire qu'une mauvaise décision politique, et je rappelle que c'est Kibong, c'est l'ancien ministre du portefeuille Kabangelo, qui était de Maniema, qui a accordé, parce que moi, ils sont venus chez moi avec l'argent, je les avais rejetés, j'ai bloqué, puis je savais que s'ils achetaient les actions, ils n'allaient pas les faire. Donc, c'est pour dire que les actes politiques, parfois que nous posons, ont des conséquences. Et après mon départ du gouvernement,
Kiliba est fermé jusqu'à aujourd'hui. Ils essayent de reprendre timidement. Mais c'est ça qui a été à la base même de la rébellion qu'on a commencé. Puisque vous vous retrouvez avec 5000 familles. Une famille en Afrique a au moins 5 personnes. Ça fait plus de 2500 personnes au chômage. Ils ont commencé à prendre des armes, des banditudes dans la plaine. Et la rébellion a commencé par là. Et quand vous êtes arrivé dans cette région, quand on vous parle de la signature des trucs là, de Mosée avec les Rwandais, c'est là que la rébellion est partie. Le remède, c'est dans cette contrée, c'est là où même est partie la rébellion. Pour vous dire que la mauvaise gestion que nous faisons au niveau de l'État a un impact négatif sur même l'avenir. On va parler de l'impact durable du secteur énergétique en deux mots. Oui, c'est-à-dire que d'abord, l'énergie, il faut la diversifier ici. Tout le monde se concentre vers les villes urbaines. C'est pourquoi j'avais salué l'initiative de mettre en place l'enfer. L'enfer aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il faut sortir de la politique. Oui. J'ai vu beaucoup de sociétés minières qui ont plus de 10 milliards de dollars. Monter, même produire. Je prends l'exemple de Bifi Alpha Mining. Chez moi, je parle pour les Katanga. Ils ont plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Pour monter aujourd'hui une centrale hydroélectrique, ça ne coûte même pas 15 millions de dollars. Leur besoin, c'est 15 mégawatts. Moins de 15 millions. Mais ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Puisque s'ils les font, ils vont être contraints de transformer les produits. Ils n'ont que les contrats. Ça, c'est politique aussi. Ils n'ont que les droits miniers sur la cassiterite. Mais quand tu prends le prêt dans la cassiterite, il y a l'or, il y a le coltan, il y a les manganèses, il y a les niobium, il y a beaucoup de produits. Alors, ils préfèrent prendre seulement, on peut vous dire, ça c'est combien? La teneur, c'est 20% de cassiterite. Donc, les 80%, ce sont d'autres produits, parfois même plus valeureux que la cassiterite, mais qu'on ne comptabilise pas. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas investir. Donc, il faudrait que nous puissions aussi contraindre ces genres d'entreprises minières à transformer localement, à ne produire que les produits finis, ou à taxer, puisque la CSE aujourd'hui, je félicite le DG de la CSE qui a mis en place un laboratoire moderne, qu'on peut surtaxer les sous-produits pour que même si vous ne les exploitez pas, mais quand vous exportez les colis, vous payez ça. Mais il faut une loi. C'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir comment mettre cela de loi pour que l'État récupère les maximum. Merci beaucoup, professeur. Aujourd'hui, vous êtes candidat à l'Assemblée nationale, comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une dernière question pour finir. Qu'est-ce que vous comptez apporter à l'Assemblée nationale que les autres n'ont pas pu apporter? Oui, brièvement, je dois dire que ce n'est pas une tâche facile. J'ai observé les présidents de notre bureau sortant, les collègues camérés. Il y avait trop de légèreté au sommet de l'État. La mission principale, parmi les 3 missions que j'ai citées, c'est le contrôle parlementaire. Le législateur a prévu cette mission-là pour nous qui sommes l'émanation de la population, de pouvoir veiller au strict respect de la loi. Malheureusement, le bureau devient complice de l'exécutif et ça pose des problèmes. Puisque quand notre système politique est fait, comme on appelle en anglais, balance of power, donc il y a l'équilibre des pouvoirs. Donc le chef de l'État est au-dessus de la mêlée, l'Assemblée nationale contrôle les gouvernements gère le pays au quotidien, la justice est au milieu comme indépendant pour gérer ce qui viole la loi. Alors, c'est à nous d'observer. Si le gouvernement est faible, c'est nous de les sanctionner positivement comme négativement. Alors, qu'est-ce qui se retrouve? Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que lorsque le bureau est complice, le bureau, je dois dire ici, qu'on ne vous trompe pas, le bureau, c'est le président. C'est lui qui fait tout, qui commande tout. Même les initiatives, il les bloque, il laisse là, il libère les propositions. C'est lui qui fait tout. Donc, il nous faut un président patriote. Et moi, je pense que si on a vraiment un bon président, l'Assemblée nationale, avec sa mission seulement de contrôle,
peut arrêter l'hémorragie qu'elle continue, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance. C'est à nous de contrôler et de permettre à ce que les ressources allouées, par exemple, à la guerre, au drame humanitaire, arrivent. On a une très bonne armée. Je félicite les VATC. On a de bons patriotes. Mais seulement, c'est les moyens qui sont insuffisants. C'est inadmissible qu'un petit pays comme le Rwanda, et moi à la tête, comme j'ai compris les problèmes, j'ai fait une étude il y a presque une année pour comprendre les véritables causes de la guerre. Et parmi les stratégies, il y a empêcher les détournements qui se font aujourd'hui. 2, boucher les sources de financement de la guerre. On ne peut pas faire la guerre sans l'argent. Et là, c'est le rôle de nous, législateurs. Puisque c'est à nous de faire des recommandations au gouvernement. Et si le gouvernement ne les applique pas, on peut même sanctionner la première ministre. On ne le fait pas. C'est la complaisance. Et pourquoi vous allez voir aujourd'hui les trains de vie des membres du bureau, du président, il est là, un cortège, je ne sais pas, de 10 véhicules, il a plus de 300 000 $ le mois, il a tout, des voyages, des frais de fonctionnement, on nous donne une dotation, lui prend presque un tueur pour le fonctionnement c'est l'opacité totale. C'est ça qui se passe. Donc il oublie l'essentiel de sa mission. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi, Willy Michiki, à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale, je me prive d'abord des avantages. Je me contente seulement de mon salaire, donc mes émoluments comme député national. Je prêche par l'exemple. Et quand moi je l'ai fait, je n'ai pas besoin de 2 véhicules pour les cortèges. J'ai 4 policiers qui se relaient. Pourquoi je ne suis pas en insécurité? Je suis Mousalène, je suis blindé, je ne perds personne. Puisqu'après tout, c'est ça qui tue ce pays. Ce train de vie exagéré pendant la guerre. Lorsque nous prenons les sacrifices, c'est à nous de dire au gouvernement, c'est pas vous dire, gouvernement, allez, réduisez ça. Réduisez ça. Est-ce que vous avez fait sortir ici les bombes? Puisque nous avons la mission de contrôle. J'ai initié une proposition de loi sur la réforme de l'armée et de la police qui a apporté une innovation, par exemple, contrôler aussi l'armée. Mais jusqu'à aujourd'hui, une année après, la proposition de loi a été étouffée. Par qui? Par Cameroun. Puisque ça dérangeait les intérêts. Donc, c'est ce business-là. Puisqu'on fait de la guerre aujourd'hui, au Congo, je dois le dire, c'est du business. C'est de l'argent. Le chef de l'État, malgré sa vision, les pauvres, malgré son engagement, mais il est mal entouré. Mal entouré. La complicité entre les bureaux et le gouvernement bloque les mécanismes. C'est pourquoi vous avez vu, même lorsque nous sommes sortis, les gouvernements s'intéressent. Ils ont pris même un de l'air pour l'amener là-bas pour bloquer le contrôle parlementaire. Donc, c'est question d'argent. C'est pas question. Et ils oublient que nous sommes aujourd'hui victimes d'une balkanisation qui se plane aujourd'hui et que les rebelles finiront par venir à Kinshasa. Il ne faut pas arrêter là-bas. Merci beaucoup, professeur Willy Michiki, ancien ministre de l'Agriculture et Développement, ancien vice-ministre également de l'Énergie et député national aujourd'hui, professeur, et qui aujourd'hui candidat à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale au cours de cette législature. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité, pour votre temps. Merci pour l'invitation et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Cette émission est complètement terminée. Mémoire d'État permet justement de comprendre ceux qui ont géré, les empreintes qu'ils ont laissées et justement l'avenir rester pour que les jeunes puissent également justement s'en inspirer pour le développement de la République démocratique. Portez-vous bien et au revoir, à très bientôt. Mémoire d'État est plus qu'une émission, un voyage au cœur de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Découvrez les témoignages exclusifs de ceux qui ont façonné notre pays par leurs décisions politiques et économiques. Revivez les réussites, comprenez les échecs et tirez les leçons pour l'avenir. Mémoire d'État, c'est préserver la mémoire nationale, inspirer la jeunesse, favoriser la réflexion citoyenne et renforcer le débat démocratique. Un rendez-vous unique qui éclaire les coulisses de la gouvernance et offre des clés pour comprendre notre présent et bâtir notre avenir. Mémoire d'État, l'histoire vécue, racontée par ses acteurs. Une école citoyenne, un moteur d'inspiration. Ne manquez pas Mémoire d'État
Parce que comprendre hier, c'est mieux construire demain.